Si le thé est l'une des boissons les plus répandues sur la Terre, c'est à la Chine que nous le devons et à sa tradition du thé plurimillénaire. Nadia Beko, vous êtes l'une des ambassadrices de cette culture du thé en France. Depuis le début des années 90, vous êtes allée à la recherche des meilleurs thés en Asie pour les magasins de thé Shaiyuan que vous avez fondés. Mais au-delà de l'aspect commercial, vous avez été initiée à ce que vous appelez la voie du thé. Après plus de 30 voyages en Chine, l'apprentissage de la langue, les liens d'amitié avec les producteurs, avec les lettrés, mais aussi avec les moines bouddhistes, vous avez appris non seulement la culture du thé, mais aussi la pratique de la cérémonie du thé, qui est une pratique spirituelle, nous allons le voir. Alors, merci de nous accueillir ici à l'Institut du thé, que vous avez fondé dans ce village du Haut-Beaujolais, dans le Rhône, où vous habitez. Alors avant de parler de votre parcours et de cette voie du thé, j'aimerais d'abord que l'on mette le thé à l'honneur. Quelles sont les racines culturelles et historiques du thé ? Oui, alors le thé, c'est pas simplement la boisson, c'est pas simplement un produit qu'on achète. Quand on a la connaissance du thé, on va découvrir qu'il y a toute une culture plusieurs fois millénaire qui s'est formée autour justement de la plante du thé. Alors bien sûr, il y a un esprit du thé qui a été façonné par les différentes spiritualités chinoises, donc principales qui sont présentes toujours en Chine, taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Il y a beaucoup de légendes autour des origines du thé. Qu'est-ce que l'on peut savoir vraiment de la découverte du thé ? En effet, il y a plusieurs légendes qui circulent. Pour les Chinois, donc le berceau du thé est en Chine. Eh bien, pour les Chinois, il y a une seule légende qui remonte au règne de l'empereur Shennong. Alors, pendant cette période-là, 2600 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il sévissait une terrible épidémie. Bon, on connaît bien ça de nos jours. Et cette épidémie faisait de nombreux morts, de nombreux malades à travers tout le royaume. Et donc, cet empereur Shennong cherchait par tous les moyens un remède pour stopper cette épidémie. Alors on raconte qu'il a testé sur lui-même 72 plantes qui l'ont empoisonné et que chaque fois qu'il prenait la plante du thé, eh bien il était guéri, désintoxiqué. Donc c'est vraiment ces propriétés favorables à la santé qui marquent le début, la légende de donc la découverte du thé. Vous le montrez bien dans votre livre intitulé Le thé que vous avez publié aux éditions Stéphane Bache. Vous montrez bien combien le thé a été utilisé de manière différente au cours de l'histoire. Il a d'abord été utilisé comme un médicament ? Bien sûr, il y a eu toute une évolution dans le thé, dans sa forme et aussi dans son utilisation. Donc cette découverte liée à ses propriétés favorables à la santé, elle existe jusqu'à de nos jours, mais elle a évolué dans la forme. C'est-à-dire donc le thé médicament pendant plusieurs siècles, eh bien donné lieu à beaucoup de thérapies, on va dire. On trouve des anciens manuels de pharmacopée qui indiquent justement des recettes à base de thé. Alors selon les époques, c'était certains thés seuls. Selon les époques, c'était le thé associé à d'autres ingrédients naturels, des minéraux, animaux, etc. Donc le thé, santé, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, le thé évolue et on va le trouver dans la cuisine. Alors dans la cuisine aussi, l'idée est toujours la même, c'est de profiter des bienfaits pour la santé grâce au thé. Parce que chez les Chinois, l'alimentation est également très liée à la santé. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment. Et là, donc, il y a des plats à base de thé. C'est ça. Il y a de nombreux plats à base de thé. Et donc là, justement, pour profiter du thé, eh bien, on va le mettre dans la cuisine quotidienne pour bénéficier de ses bienfaits pour la santé. Puis il y a également la dimension d'offrande. On offrait le thé aux divinités. Voilà. Donc, parallèlement, ça, c'est très ancien. Parallèlement à cette découverte du thé en tant que médicament, eh bien, le thé, on va le trouver dans les écritures les plus anciennes chinoises en tant que offrande. C'est offrande justement dans ces trois philosophies principales, c'est-à-dire taoïsme, donc à l'univers, aux énergies de l'univers, offrande
dans le confucianisme, par exemple, dans le rituel aux ancêtres, et puis bien sûr dans le bouddhisme. Et donc dans le bouddhisme, on peut constater jusqu'à l'époque actuelle que les offrandes de thé existent toujours. J'ai pu le constater. Et puis, bien sûr, le thé comme boisson. Mais à quel moment est-ce que le thé est vraiment devenu une boisson à part entière dans la tradition chinoise? C'est grâce au premier maître de thé, Lu Yu, que le thé devient la boisson, pas que nous connaissons, la boisson en tout cas. Donc Lu Yu, le premier maître de thé de l'histoire, vécut au 8e siècle, pendant la dynastie des Tang. Alors la dynastie des Tang, c'est pas une période anodine. En fait, c'est l'âge d'or de la culture chinoise. C'est un peu comme notre Renaissance. Donc dans tous les domaines, il y a vraiment un courant, une énergie, une ouverture exceptionnelle qui n'est pas arrivée jusqu'à l'époque actuelle. Donc là, on est dynastie des Tang, on est entre 733 et 800. Et voilà, juste avant le 10e siècle. Ouais. Juste avant le 10e siècle. Et donc, alors, Lu Yu, eh bien, va s'intéresser au thé et justement, il va décider d'arrêter tous les ingrédients qu'on ajoutait au thé dans la cuisine populaire. La cuisine populaire, à son époque, représentait avec le thé, c'était le potage. C'était le potage, la soupe dans toutes les familles. On buvait, on mangeait cette soupe à base de thé avec d'autres ingrédients. Alors ça pouvait être différentes choses, comme pour nous, la soupe de poireaux associée à d'autres légumes. Et donc à partir de Lu Yu, on va arrêter d'ajouter d'autres ingrédients, on va préparer le thé et on appelle ça le thé pur de Lu Yu. On va rechercher le goût pur du thé, évidemment, qui va être différent selon les terroirs, selon les types de thé, etc. Et voilà, c'est une grande étape par rapport à l'histoire, à l'évolution du thé. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Nadia Beko, nous reparlerons de Lu Yu parce que vous êtes parti sur ses traces. Vous êtes allé plus d'une trentaine de fois en Chine, on va le voir dans un instant. Vous êtes vraiment une spécialiste du thé, mais on parle que de la Chine depuis tout à l'heure. Est-ce que vraiment le berceau du thé, je dirais la plus grande culture du thé, c'est en Chine et non pas comme certains peuvent l'imaginer en Inde ou au Japon? Ah oui, ça c'est tout à fait reconnu. Les bases historiques du thé sont en Chine. Déjà la présence de la plante remonte vraiment à des millénaires en Chine. Bon, on a vu qu'elle a eu différentes utilisations. Donc par rapport à toute cette longue période, justement, les Chinois ont pu tester, mettre au point des procédés de fabrication, des utilisations différentes. Et ça n'a lieu qu'en Chine. Et c'est de la Chine que le thé est parti dans les autres pays où on le boit aujourd'hui. C'est ça. Alors tout d'abord, il a fallu quand même un bon siècle pour qu'il arrive au Japon, grâce aux moines zen qui venaient rechercher la spiritualité, la forme, ce que l'on appelle ce qu'ils ont appelé le zen, le chan chinois. Donc après, bien sûr, à tous les pays limitrophes de l'Asie. Corée, Mongolie, Tibet, où on boit aussi du thé, voilà, mais mélangé et préparé autrement. Oui. Et puis de là, donc, à l'époque de la présence des Occidentaux, le thé est arrivé en Angleterre et dans tous les pays occidentaux plus tard. En Inde, non, même si c'est un pays voisin de la Chine, il y a seulement un siècle et demi environ que le thé est arrivé d'abord à Darjeeling et qui s'est propagé plus tard sur tout le continent indien. Mais ce sont les Anglais qui l'ont apporté en Inde. Tout à fait, c'est ça. Nadia Beko, vous dites dans votre livre qu'il y a plusieurs milliers de thés en Chine. Ah oui. Alors j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre cette diversité parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, le thé, on va dire, il y a du thé vert et il y a du thé noir. C'est à peu près ce qu'on connaît pour les non-initiés. Et vous dites qu'il y a plusieurs milliers de thés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est aussi vaste. En fait, des milliers de thés qui poussent, on va dire, parce que selon les terroirs, selon ce territoire immense de cette Chine du Sud où pousse le thé, et après dans les autres continents, on va avoir des sous-variétés, des choses différentes. Et puis aussi, donc, il y a cette classification officielle des fabrications de thé en 6 familles.
Donc, selon le processus de fabrication de toujours cette même plante, le Camellia sinensis, c'est-à-dire le théier, on va trouver 6 familles de thé. Donc, le thé vert le plus répandu en Asie pour ses propriétés pour la santé, si reconnu. On a le thé oolong ou thé bleu-vert, le thé blanc, le thé jaune, le thé rouge, ce que nous appelons, nous, les thés noirs, hein, tout ce qui est Darjeeling, mélange anglais, etc., des thés totalement oxydés. Et puis, il reste les thés sombres ou thés noirs, c'est toute la famille des thés pu'er. Qu'est-ce qui fait la différence de ces thés? Est-ce que ce sont les plantes elles-mêmes qui sont différentes ou est-ce que c'est la préparation des thés? Principalement, c'est surtout la fabrication. Bon, après la cueillette, voilà, quelle fabrication on va adopter pour le thé, qui sera complètement différente. Par exemple, si on a un thé vert, il n'y aura pas du tout d'oxydation au contact de l'air, hein, pas zéro oxydation. À l'autre extrémité, on va avoir les thés sombres, les thés noirs qui ont oxydation plus double fermentation. Et donc entre les deux, eh bien, on va avoir, par exemple, ces thés oolong, ces thés bleu-vert, qui peuvent avoir une oxydation partielle, plus ou moins légère ou plus ou moins accentuée. Alors, il nous faudrait des heures. C'est ce que vous faites à l'Institut du thé. C'est pas des heures, c'est des années de formation que vous donnez ici, dans cet Institut du thé, dans les monts du Beaujolais. Il nous faudrait vraiment beaucoup de temps pour découvrir toutes les subtilités de ces thés. J'aimerais qu'on parle un peu des bienfaits du thé. On a vu avec vous que c'était un médicament. On commence à en parler aujourd'hui sur tous ces bienfaits, notamment pour lutter contre le cancer. Quels sont les bienfaits du thé ? Oh, ils sont très très nombreux. Ils sont vraiment très très nombreux. Alors évidemment, si on va à l'essentiel, on a beaucoup parlé et validé enfin les propriétés du thé vert. Ce qui a intéressé les scientifiques occidentaux, c'est justement ses propriétés anti-cancer sur le thé, le thé vert, le thé vert. Mais bon, il a bien d'autres propriétés aussi. Bon, déjà, on va dire au quotidien quelque chose de tonique, de vitaminé, voilà, qui maintient la forme. Et puis aussi, donc, quand on va avoir cette base de connaissances importante, on va pouvoir varier. Est-ce que l'on souhaite un thé vert tonique ou bien est-ce qu'on souhaite un thé qui va être plutôt apaisant, relaxant, etc. Parce que ici, on a l'idée dans nos pays que le thé est un excitant. Non, pas du tout. De quel thé parle-t-on? Quel effet recherche-t-on? Et quand on connaît justement principalement quelques éléments de chacune de ces 6 familles de thé, on va pouvoir vraiment ajuster aux effets que l'on recherche. Par exemple, il y a des thés comme le thé vert qu'on va boire plutôt le matin parce qu'il a un côté... Ah, c'est pas le thé du soir, le thé vert, hein, ça empêcherait bien de dormir. Le soir, on peut boire Alors vous avez le thé oolong qui est parfait. Donc il est beaucoup moins théiné. Alors le thé vert, bien sûr, on le dit, est moins théiné, oui, mais associé à d'autres ingrédients naturels, il va donner cet effet tonique. Alors il a l'apparence claire d'une tisane, peu de tanins, mais c'est pas du tout les effets d'une tisane. Donc ce serait plutôt le thé oolong en fin de journée qui a aussi des propriétés relaxantes, apaisantes, anti-stress et qui va vraiment être idéal à la fin de la journée, après son travail par exemple, pour se détendre. Alors je vous laisse boire une gorgée de votre thé que vous nous avez préparé, Nadia Beko, dans des belles tasses chinoises.
Nadia Beko, j'aimerais qu'on découvre un peu votre parcours aussi, parce que vous avez créé cette chaîne de magasins de thé bien connue aujourd'hui qu'on appelle Cha Yuan. Dans les années 90, vous vous êtes lancé. Comment a démarré votre relation avec le thé ? Alors en 90, c'était pas du tout ni la mode du thé, ni l'ouverture sur l'Asie que nous avons actuellement. Et en fait, j'ai commencé avec une toute petite boutique, mais animée par la flamme du thé, qui m'anime toujours, cette connexion que j'ai depuis très très longtemps avec le thé. Et justement, je trouvais qu'à l'époque, il manquait à Lyon, puisque j'ai démarré à Lyon, il manquait à Lyon une boutique spécialisée dans le thé. Il n'y en avait pas à l'époque. Mais d'où vous vient votre attirance pour le thé ? C'est toute petite que vous étiez attirée par le thé ou c'est venu plus tard ? Non, c'est venu très tôt dans mes souvenirs. Une première tasse de thé pour un peu réconfort quand j'étais enfant malade. Et donc après, ça a toujours été mon petit réconfort personnel et aussi la curiosité de toujours découvrir ce qui se passait autour du thé, des thés nouveaux, etc. Les livres sur le thé. Donc ça n'a cessé de se développer tout au long de ma vie. Alors vous parlez de curiosité, effectivement, vous n'êtes pas contenté d'acheter du thé importé en France et de le vendre. Vous êtes parti sur la route du thé. Ça a été une véritable quête que vous avez menée. J'aimerais qu'on démarre par votre premier voyage en Inde, qui a été une déception, vous m'avez dit. Oui. Premier voyage, ça a été ça, hein, première invitation. C'est ça, première invitation en 1992. J'ai eu la chance d'être invitée en Inde par un membre de l'Indian Tea Board à l'époque. Et donc, j'ai connu l'Inde déjà, qui était un premier choc asiatique de vie. Et puis ensuite, on m'a emmenée à Darjeeling, alors où c'était vraiment une ambiance, des paysages merveilleux de montagne, et donc vivre les récoltes, les fabrications de ces fameux Darjeeling, qui sont les meilleures qualités dans les thés noirs, hein, il faut le dire. Alors c'était très 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 agréable, très instructif, puisque je vivais avec les planteurs et que je les suivais dans leur journée quotidienne, dans leur travail, etc. Mais bon, la déception qui m'a marquée, c'est que à la fin de la journée, quand on goûtait tous ensemble les thés du jour et que j'entendais parler de tea cérémonie, eh bien non, c'était simplement une tasse de thé dans une tasse à l'anglaise avec un biscuit. Donc voilà, c'était une déception. C'était de la dégustation. C'était de la dégustation. Et pas une cérémonie de thé, voilà, en fait. tout à fait. Et vous aviez envie de découvrir toute une tradition autour de la cérémonie du thé. Et donc, c'est pas en Inde que vous l'avez trouvé ? Non, je me suis dit, bon, allez, il faut continuer, il faut aller plus loin. Et donc, l'année suivante, je suis partie en Chine toute seule avec, mes propres moyens, difficilement. Mais voilà, ça a été un premier pas où là, j'ai vraiment compris que tout se passait au niveau culturel en Chine et que là, je serais contentée de la cérémonie. Alors, 1993, votre premier voyage en Chine, le premier d'une longue série, puisqu'après vous allez cesser de retourner en Chine, vous allez apprendre le chinois, vous allez vous immerger complètement. Mais pourtant, 1993, on se dit, la révolution culturelle était passée par là. Est-ce que la culture du thé, et quand je dis la culture, c'est pas simplement le côté agricole du thé, mais vraiment toutes les cérémonies, tout le savoir autour du thé, avait été laminé par la révolution culturelle ou était encore présent en 1993 ? C'est vrai que dans ces premiers voyages, c'était difficile de retrouver l'art du thé. Il y avait juste un petit renouveau de cette culture qui pointait le nez. Je suis arrivée un petit peu au même moment. Il n'y avait pas tellement de soins sur la préparation du thé, sur la qualité de l'eau, et quelquefois des thés de qualité étaient vraiment très abîmés par une eau qui convenait pas, une eau qui avait un goût, etc. En effet, oui, le thé pendant cette révolution culturelle a été pourchassé. C'était le domaine des intellectuels qui recherchaient quelque chose d'esthétique, de spirituel dans le thé. Parce que le thé, vous nous le dites dans vos ouvrages, est très associé aux lettrés et aux bouddhistes, et aux moines bouddhistes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quand on connaît
cléricalisme de la Chine maoïste, on se dit qu'ils ont tout détruit. Ah ben totalement. Pendant la révolution culturelle, eh bien des milliers de maisons de thé à travers le pays ont été détruites parce que c'était des lieux de rencontre qui pouvaient être des lieux de fomentation contre le pouvoir en place. Donc il a vraiment fallu du temps pour que les Chinois retrouvent leur culture. Mais dans les années qui ont suivi, très rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer les principaux acteurs, on va dire, les nouveaux lettrés, on peut le dire, si on peut dire ce mot-là, qui m'ont dit mais oui, mais tout était caché, mais rien n'était perdu. Et donc cette culture a très rapidement retrouvé sa place, bien heureusement. Vous êtes arrivée, Nadia Bécaud, en Chine au moment du renouveau de la culture du thé. Oui, tout au début. Et je dirais que pendant une dizaine d'années, jusqu'aux années 2000, on va dire, un peu plus, pendant une dizaine d'années, véritablement, je me suis jointe à ces mouvements chinois qui assuraient, qui étaient heureux de faire revivre cette culture. Donc, ils organisaient des rencontres, des festivals de différentes provinces où chacun venait partager ces rituels qui sont très très variés dans cette immense Chine. Et donc ça a été vraiment un dynamisme extraordinaire et je suis tombée au bon moment et pour me joindre à eux, et ils étaient aussi heureux et étonnés aussi que cela m'intéresse et que je revienne pour me nourrir de cela. Comment vous avez été accueillie, vous, la Française, qui veniez et reveniez dans ces associations culturelles du thé, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, dans différentes régions de production de thé. Comment vous avez été accueillie, la Française ? Gentiment, ouverte, enfin, ils ont été ouverts avec vous, ou ils étaient plutôt méfiants de voir arriver cette étrangère ? Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que dans ma recherche de cette culture de thé, chaque année, je visitais une province de thé, une province productrice de thé différente, à différents endroits de la Chine, pour connaître les thés principaux, leurs grands crus, leur fabrication, leur art du thé, leur rituels, leurs coutumes, etc. Et donc, allant d'une province à l'autre, finalement, ils se connaissaient entre eux, ils se sont donné le mot, tiens, c'est la Française que nous connaissons. Et donc petit à petit, sans le savoir, ça m'a introduit à l'Institut international de la culture du thé, qui m'a reçu et qui m'a très très bien reçu et qui m'a fait partager toute cette magnifique culture. Mais comment vous avez été initiée à la culture du thé et notamment aux cérémonies du thé ? Puisqu'on va en parler. Pour vous, le thé, c'est pas simplement une boisson, mais il y a toute une dimension de cérémonie autour et une dimension spirituelle. Comment ils vous ont initié à cela ? Oh, ben justement, ça s'est fait petit à petit au fil de ces rencontres. Rencontrer tel professeur, par exemple de littérature, tel professeur de l'art du thé, des professeurs en calligraphie de thé. Donc, ils sont très très vastes. Le thé, c'est tellement vaste. Et ou en histoire du thé, en archéologie même sur le thé. J'ai été invitée à des congrès sur certains thèmes, sur le thé et le bouddhisme, par exemple, ou autre chose, ou le thé et la santé. Et donc chaque fois, c'était l'occasion aussi d'avoir de nouvelles rencontres, et tout cela m'a apporté à ce que j'ai pu réunir aujourd'hui et qui m'a fait tellement de bonheur finalement. Mais concernant la cérémonie du thé, oui. Donc ce moment si particulier où l'on va déguster le thé. Vous m'avez gentiment accueilli il y a quelque temps pour vivre cette cérémonie. Là, on n'était pas dans une dégustation de bon thé. On était vraiment dans un moment particulier, de grande concentration, je dirais presque on peut dire une cérémonie liturgique autour du thé. Alors, j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez comment vous avez été initié à cela, et puis j'aimerais qu'on parle de ce moment particulier de la cérémonie du thé. Alors d'abord, comment ils vous ont montré la cérémonie du thé ? Justement par ces rencontres, par différentes personnes en vivant cela, et aussi parallèlement avec mes professeurs différents de l'art du thé, j'ai compris, il m'a fallu un chemin pour comprendre ce que c'était. Parce que en Asie, quand vous voulez apprendre quelque chose, que ce soit le thé, la calligraphie, la peinture, etc., on va pas vous l'enseigner avec des mots comme on le ferait dans nos pays occidentaux. Et donc,
C'est à la personne, selon ses moyens, selon son ouverture, sa capacité, peu à peu, de comprendre, de s'ouvrir à cela. Donc vous devez observer, mais on ne vous dit rien. Non, on ne dit pas. Parce que tous les gestes sont très précis, très mesurés dans la préparation du thé. Voilà. Je l'ai vu en vous observant, la manière dont vous prenez la cuillère qui va servir à doser le thé et à mettre dans la théière. Il y a des gestes gracieux, précis. Ça, on ne vous expliquait pas comment le faire. Vous avez dû apprendre en observant. En observant, et puis bien sûr, on vous dit non, c'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, on peut vous instruire, vous enseigner une forme extérieure, un déroulement d'étapes à réaliser, etc. Après, c'est soi-même. On comprend que pour bien faire ces gestes physiquement, il faut avoir un certain état d'esprit intérieur. Sinon, c'est pas ça. Sinon, c'est une démonstration. Si l'état d'esprit n'est pas là, ce n'est plus la cérémonie, ce n'est plus le rituel. Et donc, en fait, le rituel, il nous conduit au silence intérieur pour comprendre, se mettre dans les pas des anciens. Et peu à peu, dans cette pratique, on va comprendre, réaliser peu à peu ce qu'ont ressenti les anciens maîtres, peu à peu. On se met dans leurs pas justement par le silence intérieur. On va pas vous dire un chapitre, la voie du thé, c'est comme ci, comme ça. Donc on découvre soi-même, et puis peu à peu, justement, en pratiquant, même avec des moines, etc. Ça ne passe pas seulement par des gestes, ça ne passe pas seulement par des mots. C'est toute une ambiance, je dirais, d'énergie vibratoire intérieure qui va s'installer, qui va se diffuser et qui est partagée. Nadia Beko, au cours de vos nombreux voyages en Chine, mais je crois que c'est au cours de l'un des tout premiers, vous avez vu inscrit sur une plaque en bois, comme on le voit souvent, soit dans les maisons de thé, soit dans les temples, Zen et thé sont un. Et là, vous avez eu un choc. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en lisant cela? C'est vrai, un grand choc. Donc en Chine, comme je vous l'ai dit, le thé n'était pas encore instauré dans sa dimension culturelle. Et donc, dans mon parcours, dans mes visites à droite, à gauche, dans différentes provinces, oui, j'ai vu cette inscription calligraphiée. Et oui, ça a été vraiment un grand choc qui a été déterminant pour le reste de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit thé et zen sont un, c'était exactement le mot zen ou c'était thé et bouddhisme sont un? C'est-à-dire le zen, ce mot zen qui est japonais, on va dire, qui est la prononciation de la phonétique du caractère, qui est un caractère chinois qu'ils ont en commun. En fait, c'est à l'origine, c'est en Chine évidemment, on dit pas zen, on dit chan. Chan, le bouddhisme chinois. Alors quand on dit chan en Chine, c'est le bouddhisme puisque c'est le bouddhisme chinois. Donc thé et bouddhisme sont et bouddhisme sont un. Et qu'est-ce que ça
a dit en vous? En quoi ça a résonné en vous? Alors ça a résonné parce que il y avait les deux. Il y avait depuis toujours ce lien indéfinissable, soutien, lumière en moi avec le thé, ouverture sur d'autres mondes, sur voilà une grande ouverture aussi. Et puis parallèlement, je m'étais beaucoup intéressée au zen depuis qu'il est arrivé en Europe, particulièrement en France avec Maître Deshimaru dans les années 70. Donc tout d'un coup, voir écrit devant moi que les deux étaient un, j'ai dit il y a quelque chose à comprendre. Et donc je dois me mettre sur la voie du thé, quoi. C'est voilà, ça, donc vraiment ça. Voilà, donc je me suis dit c'est la direction à pratiquer, à comprendre, et de là ça a été le guide de ma vie. Toute votre vie, vous êtes consacrée à ça. Mais comment entendre cette expression, la voie du thé, la voie V-O-I-E du thé? Que veut dire ce mot voie dans la tradition chinoise que vous suivez? Alors, dans la tradition chinoise, la voie, c'est le chemin spirituel, la voie du thé. C'est un cheminement, justement, d'ouverture à soi-même, à la réalité des choses. C'est le grand chemin de connaissance. Chemin de connaissance de soi-même, donc de l'autre, d'autrui, et puis de toute manifestation dans l'univers. C'est vraiment mais vous dites le ça, plus grand. C'est naturel pour oui. vous, mais beaucoup de gens se disent, attendez, quel est le lien entre boire une tasse de thé et la quête spirituelle? Alors là, c'est pour ça que cette recherche sur les racines historiques, spirituelles du thé, eh bien tout est là, toute l'explication elle est là. Donc quand on sait que par exemple ce sont les moines bouddhistes les premiers, donc un petit peu même avant Lu Yu, qui ont adopté le thé pour bénéficier de ses propriétés pour la santé. Donc thé, on parle surtout thé vert, qui garde l'esprit ouvert, qui permet d'être éveillé, de ne pas s'assoupir pendant les longues heures de méditation. Et donc ce sont les moines bouddhistes les premiers qui sont intéressés au thé. Ils l'ont cultivé. Quand on va encore aujourd'hui dans la Chine du Sud, on va voir autour des temples des petits jardins de thé, des plantations qui sont là depuis longtemps et qui étaient cultivées par les moines. Ils le consommaient pour leur consommation, pour pouvoir pratiquer, support de leur pratique. Donc déjà, voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc les moines vont instaurer également, puisqu'ils consomment le thé quotidiennement, ils vont instaurer des rencontres avec le thé. Par exemple, quand ils vont recevoir des personnalités pour fêter l'anniversaire de Bouddha ou d'autres fêtes bouddhistes, eh bien ce sera autour du thé. Donc ce sont les premières cérémonies de thé qu'ils appelaient les réunions de thé. Et donc là, ils vont poser les premiers codes de la cérémonie de thé dans cet état d'esprit, en incluant l'esprit méditatif dans la préparation et offrir le thé. Alors, comment comprendre ce que vous appelez dans votre livre les vertus du thé? Et là, on est loin de ce que nous disions en commençant l'émission sur les propriétés du thé, antioxydants, anticancéreux. Là, dans les vertus du thé que vous énumérez, vous citez l'harmonie, le respect, la pureté, le silence, la sérénité. Alors, aidez-nous, Nadia Beko, à comprendre ces vertus du thé. Qu'est-ce qu'il faut entendre quand des moines bouddhistes chinois vous disent les vertus du thé sont l'harmonie? Qu'est-ce que c'est déjà l'harmonie pour un Chinois? Oh, l'harmonie, c'est très important en Chine. En Asie, on fait des souhaits d'harmonie, même dans les discours politiques. L'harmonie, elle est toujours présente. Donc l'harmonie, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau individuel. Obtenir l'harmonie au niveau individuel, personnel, va permettre l'harmonie avec le groupe, peut-être déjà dans la famille, qui va élargir l'harmonie au village, à la ville, et donc peu à peu à la société tout entière. Donc c'est pour ça que l'harmonie, c'est vraiment très très important dans tous les pays. Et comment l'entendre? Comme quoi, asiatiques. une bonne entente, une unification de sa personne? Comment comprendre ce qu'on appelle l'harmonie chez les Chinois? Eh bien, il faut commencer par l'harmonie avec soi-même. On peut pas instaurer une harmonie si on est en conflit intérieur avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, ou avec soi-même. Donc voilà, la connaissance de soi-même. Alors déjà à tous les niveaux, même au niveau le plus quotidien, boire le thé, ça implique de se poser. Se poser, c'est un retour à soi-même,
à son essence, et cela permet justement un pas vers la paix intérieure, un premier pas. Le silence comme vertu du thé, parce que quand on vit cette cérémonie du thé, on la vit en silence. Nous n'avons échangé aucun mot quand vous avez organisé cette cérémonie du thé à laquelle j'ai pu participer. Donc le silence est important. Pourquoi ? Le silence. Alors, s'il y a des bruits extérieurs, c'est pas grave. Les bruits sont dans la vie. Mais le silence intérieur. Le silence intérieur nous ramène au plus profond de notre être et aussi évite les barrières, les distractions du mental, etc. Et donc, il va se développer dans ce silence extérieur et intérieur. Dans ce silence, il va se permettre justement à cette harmonie, à ce partage de se diffuser, et tout le groupe qui participe à la cérémonie va le ressentir. Autre vertu du thé, c'est le respect. Alors là, c'est vraiment une racine aussi importante dans le confucianisme. Le respect, oui. Respecter autrui, respecter pas seulement les personnes, mais aussi tout le vivant. Tout le vivant, le respect de l'environnement aussi, dans l'interprétation taoïste. Et donc dans je dirais la dimension bouddhiste qui englobe le tout, c'est l'altruisme. C'est l'altruisme sous toutes ses formes dans notre comportement. Donc c'est-à-dire vraiment donner à l'autre par ce geste de l'offrande du thé, mais il y a une dimension vraiment de don total de la personne. Et donc, je dirais, venant de cette notion de respect, on a ce qui est très très important dans la voie du thé, mais dans le bouddhisme, ce que l'on appelle le non-égo, c'est-à-dire prendre conscience que des défauts que notre ego dans le comportement va impliquer dans notre vie. Donc, ça veut dire déjà, nous entraînons notre esprit au moment de la cérémonie du thé à ne pas nous mettre en valeur, à dédier tout totalement aux êtres, donc bien sûr aux invités qui sont autour de nous, mais à travers eux-mêmes jusqu'à l'humanité tout entière, par cette notion, on va dire, ce terme de respect qui inclut beaucoup de choses. Donc cette vertu du non-égo, elle est fondamentale dans le bouddhisme et dans la voie du thé, et on travaille beaucoup par rapport à cette compréhension de cet ego. C'est pas une guerre contre l'ego, puisque quand on avance dans cette connaissance, eh bien finalement notre ego n'est qu'une construction mentale, et il n'a pas d'existence véritable, et il peut créer beaucoup de dégâts, et on le voit tout autour de nous, les conflits qui existent dans le monde entier. Nadia Beko, qu'est-ce que vous recherchez en pratiquant cette cérémonie du thé ? Alors je dis cérémonie du thé, pour quelqu'un d'extérieur qui vous voit, vous préparez du thé. Vous avez votre plateau en bois qui laisse passer de l'eau qui est rattachée à un seau à côté, puisque vous réalisez un certain nombre de gestes avec des petites théières. Enfin, il faut vraiment assister et voir cette cérémonie qui est très particulière. En tous les cas, la cérémonie que vous avez organisée, qui est une cérémonie chinoise, est très particulière, très ritualisée. Qu'est-ce que vous recherchez à partir de ce geste simple qui est de préparer un thé et offrir un thé à ceux qui sont là? Au plus profond, qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là? La vérité. En fait, c'est totalement l'esprit méditatif. C'est exactement la même chose qui se passe sur un coussin de méditation. C'est exactement la même chose. Oui, mais là, vous êtes dans l'action. Coussin de méditation, vous êtes assise et vous ne bougez pas. Là, vous êtes dans l'action. Vous prenez du thé, vous le versez dans une théière, vous versez de l'eau sur ce thé. Enfin bref, il y a toute une gestuelle. Alors pour réaliser une cérémonie de thé, réaliser toutes les étapes nécessaires, on est obligé d'être dans un état de concentration totale. On ne peut pas être distrait par quoi que ce soit, ni intérieurement, ni extérieurement. Ce que vous appelez l'ici et maintenant. Voilà, c'est ça. Être complètement dans ce que vous faites.
être dans ce qu'on est et les choses sont telles qu'elles sont. On n'imagine pas, on est dans le présent et les choses sont telles qu'elles sont. Et la grande qualité de la voie du thé, son grand enseignement, c'est que justement, on relie le spirituel, l'esprit méditatif, cet entraînement de l'esprit à la vérité, on le relie à notre vie quotidienne. Il peut y avoir un danger quand on pratique beaucoup la méditation sur le coussin, c'est de se déconnecter, c'est d'être dans un état agréable, avoir des expériences agréables qu'on va rechercher, mais en fait, une fois sorti de là, se retrouver soi-même avec ses conditionnements et ses mauvais travers, ses tendances parfois qui sont négatives, on peut les retrouver et rien ne bouge finalement. Tandis que justement, la voie du thé nous implique de cette conscience permanente et donc ce que nous apprenons au cours de la cérémonie du thé, c'est cette présence totale à l'instant, et on va après la garder en nous, par exemple dans d'autres activités justement. Voyez par exemple quand on prépare la cuisine, quand on fait le ménage, quand on marche, etc. Donc c'est relier le matériel et le spirituel. Et qu'est-ce que ça apporte d'être totalement présent, d'être totalement ici et maintenant dans ce que l'on fait? On va peu à peu comprendre que beaucoup de choses sont fictives, que beaucoup de choses ne sont pas essentielles. On va aller au cœur du temps, au-delà du temps, quelque part. Vous voyez, tous ces conditionnements que nous avons tous, de la société, de l'éducation, tout ça, peu à peu, ça va s'estomper parce qu'on va avoir une lumière essentielle de ce que l'on aura vu. Ça nous ramène plus à l'essentiel. Voilà, complètement. Et à ce qui est. Et justement, quelquefois même, je peux pas, ça ne peut plus s'exprimer avec des mots. Quelquefois, c'est clair, c'est lumineux, c'est là, et c'est au-delà du concept de la chose. Même de ce mot galvaudé, méditation, c'est au-delà du mot. Il y a beaucoup d'expressions. Quand on lit votre livre, La Voie du thé, là, que vous avez publié chez Actes Sud, il y a beaucoup d'expressions où là où vous développez, vous expliquez ce que nous sommes en train de dire ensemble. Et vous avez cette expression « posséder un cœur vide ». Qu'est-ce que c'est que posséder un cœur vide? Alors déjà, le cœur en Asie, c'est pas le cœur, le sentiment, c'est l'esprit. Et vide, ce mot vide, c'est vacuité. Donc vide, c'est pas le vide, le néant. C'est que quand l'esprit a épuré, a éliminé justement toutes ces conceptions fausses, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un esprit lumineux, il reste une sorte d'énergie essentielle qui n'est plus coupée de l'énergie de l'univers. Nous sommes vraiment dans l'unité, c'est ça le chemin de la voie du thé. C'est ça le but. Donc pas à pas, nous nous approchons de cela, selon notre cheminement, selon nos capacités à s'ouvrir à cela. Alors, ce que je trouve très beau dans la voie du thé, Nadia Beko, que vous pratiquez, c'est que vous ne la vivez pas seule, vous la vivez en relation. On vit une cérémonie du thé avec d'autres personnes, minimum un hôte, ou il peut y avoir combien d'hôtes pour une cérémonie du thé?
Alors véritablement, une cérémonie dans la tradition se fait avec peu de personnes, on va dire 4, 6 personnes véritablement, si on veut faire cette cérémonie spirituelle, méditative. Après, on peut adapter et faire une démonstration, autre chose, quoi. Souhaiter la bienvenue, dans ce cas-là, il peut y avoir plus de personnes, on peut échanger. Donc le thème, l'adaptation à la situation, instant présent, est essentiel. Mais donc, c'est généralement, quand on vit vraiment la cérémonie du thé, c'est 4, 5 personnes. Et donc, il y a une communion, il y a Totalement. une relation à ce moment-là. Totalement. Vous n'êtes pas centré uniquement sur vous, ce que vous faites quand vous préparez le thé. J'aimerais que vous me parliez de ce qui se vit dans cette forme de communion qui est la cérémonie du thé. Oui, c'est une communion, en fait, justement, par notre pratique. Et donc, quand elle est faite, justement aussi, selon le degré de la personne qui pratique, cela va se diffuser. C'est cette ambiance qui va se diffuser, à la fois intérieure, extérieure. C'est pour ça que vraiment, je dirais, le mot unité convient bien. On n'est pas séparés. On ne prépare pas le thé pour faire bien, pour se mettre en valeur, pour faire plaisir à quelqu'un, etc. Donc, c'est un don commun. Et véritablement, dans la pratique, justement, l'esprit ouvert et qui est calme, c'est vide, comme vous l'avez dit, permet justement d'être unis tous ensemble. Le mental ne met plus de barrières entre moi, autrui, moi, l'extérieur, etc. Et vous citez une expression d'un moine Huet, où il dit « Pour améliorer la pratique spirituelle, il faut suivre les 3 principes suivants. Boire du thé, aimer son prochain et la vie, et se détendre. » J'ai bien aimé cette expression-là. Oui. C'est un maître... ouais. Oui, c'est une bonne formule. Boire du thé, aimer son prochain et la vie, et se détendre. Voilà, parce que de tout temps aussi, il y a cette culture du thé qui nous apprend que le thé nous éclaircit l'esprit, nous apaise. Donc, le thé a des effets sur le corps et sur l'esprit. Et donc, les deux rassemblés permettent justement ce cheminement spirituel. Nadia Beko, est-ce que cette culture du thé que vous êtes allé rechercher en Chine et que aujourd'hui vous transmettez ici en France, notamment ici, là où nous sommes, à l'Institut du thé, dans les monts du Beaujolais, est-ce que ces rituels spirituels, on l'a vu, sont vraiment pratiqués aujourd'hui en Chine ? Ou est-ce que c'est en train de se perdre ? Non. Alors, il y a différentes choses. C'est que dans cette culture de thé et dans le domaine des cérémonies de thé, il y a le premier point, il y a des codes, même si beaucoup de gens ne les voient pas, ne les connaissent pas. Il y a des codes. Et le premier code, quand on souhaite faire une cérémonie de thé, c'est l'adaptation. Alors vous voyez, on va pas procéder de la même façon, les choses ne sont pas impliquées de la même façon. Si on souhaite la bienvenue à des amis, à de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va préparer le thé et là, entre les étapes, on peut bavarder, on peut peut-être grignoter des petites choses, etc. Donc il y a un côté convivial, amical qui peut s'exprimer. Mais là, vous parlez aussi de cérémonie du thé. C'est une cérémonie de thé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes de cérémonies différentes. Il y a beaucoup de formes de cérémonies de thé, oui, tout à fait. Après, voilà, si on est avec des moines ou avec des pratiquants de la voie du thé ou du zen, etc., donc là, ça se fait en silence. Donc, c'est très subtil et c'est très bienvenu parce que on va pas imposer un esprit méditatif, une cérémonie de cet ordre-là à des personnes qui sont pas là-dedans, qui le subiraient, qui ne comprendraient pas et qui seraient pas à l'aise. Donc en fait, voilà, les choses sont graduelles et l'adaptation, c'est vraiment une grande qualité, le premier point à respecter quand il y a une cérémonie de thé. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a la cérémonie du thé qui est une pratique bouddhiste, zen, qui est très ritualisé, que ce soit en Chine, au Japon, encore plus peut-être, ça s'est vraiment développé énormément au Japon, mais il y a
beaucoup de formes différentes de cérémonies du thé qui sont à ce moment-là beaucoup plus dans une forme de convivialité et d'échange. Oui, tout à fait. Selon le degré social, hiérarchique, chez les ethnies, les minorités ethniques du sud de la Chine, par exemple. Oui. C'est surprenant, c'est vraiment très très incroyable. C'est quelquefois très primitif dehors, ça fait du bruit, etc. Donc c'est incroyable. Donc il y a un très très grand nombre de cérémonies de thé. Cérémonies de thé aussi selon les classes sociales. Il y a la cérémonie de thé des paysans auxquelles j'ai pu participer, cérémonie de thé des lettrés, des intellectuels, cérémonie de thé de l'aristocratie, et il y avait la cérémonie de thé des empereurs, que seul l'empereur avait le droit, ou son maître de thé attitré avait le droit de réaliser. On a fait une découverte récemment dans le temple de Famen. Vous en parlez dans votre livre d'un trésor incroyable. Vous pouvez nous en dire un mot lié à la cérémonie du thé? Oui, c'est vraiment fabuleux. Donc, dans cette région près de Xi'an, une ville que tout le monde connaît, avec l'armée de terre enterrée, eh bien, pas loin de là, il y a un grand temple. Un temple, il y a plusieurs bâtiments dans un temple. C'est une enceinte avec des jardins, etc. Et donc, une pagode. On voit souvent la pagode qui a différents sens, différents buts. Et donc, cette pagode ancienne s'est écroulée dans les années 80, s'est écroulée après une période de pluie intense, et donc il a fallu la reconstruire. Et au moment de la reconstruire, on a fait une découverte absolument inattendue qui a interpellé le monde entier. Dans le sous-sol, on a découvert une crypte tout en pierre de marbre blanc, dans lequel étaient entreposés 2000 objets en état de conservation intacts, et des objets somptueux, magnifiques, en or, en argent, en vermeil, en jade, etc., des coffrets, etc., mais surtout tous les objets de cérémonie de thé de la cour impériale de l'époque, donc de l'époque de la dynastie Tang. Vraiment, c'était vraiment étonnant. Donc, c'est encore une preuve historique de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Donc, ça a alerté beaucoup de gens, et les historiens ont retracé que c'est un empereur de cette époque qui avait placé ces objets les plus précieux, on va dire. L'impératrice elle-même avait mis ses vêtements en soie les plus précieux pour honorer la présence de reliques de Bouddha qui étaient enfermées, cachées dans cette crypte. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des rituels avec des objets d'un luxe absolument incroyable, et qu'en même temps, il y a des rituels de cérémonie du thé avec des objets d'une très très grande sobriété, des petites théières en terre toutes simples. Oui, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Rien n'est mal, rien n'est bien, on est au-dessus, et on voit que en fait, si les personnes sont comme les empereurs ou l'aristocratie, sont dans cette tendance à montrer, à posséder des choses de valeur, eh bien, ils peuvent quand même faire des cérémonies de thé, et que quand on avance sur la voie du thé, justement, c'est un détachement de tout cela, et on va vers des choses très très simples, ce qu'on appelle le style wabi, qui est dans toute l'Asie, pas seulement japonais. La sobriété. On va vers de la sobriété, voire de la frugalité, parce que vous écrivez dans votre livre, le thé qui a un goût froid convient le mieux aux personnes de frugalité. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors on a voulu traduire cette phrase de Lu Yu, on a voulu la traduire près du texte, mais elle est peut-être un petit peu difficile à comprendre. La frugalité, donc c'est le détachement, c'est se détacher des choses. Le détachement, plus que le renoncement, ne pas être attaché, ça veut dire on peut se passer de beaucoup de choses. Et donc les personnes qui savent aller sur ce chemin de détachement, de renoncement, ça veut pas dire aller vivre dans une grotte, mais dans leur quotidien, vont pouvoir s'ouvrir à ce qu'est la voie du thé. La voie du thé, c'est une pratique. Vous utilisez même le mot de kung-fu. J'ai découvert ça avec vous, que vous parlez du kung-fu. Alors pour beaucoup de gens, le kung-fu, c'est un art martial qu'on a vu au cinéma ou dans des feuilletons. Mais vous utilisez le mot de
Kung Fu pour la voie du thé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Kung Fu, ces termes sont utilisés pour beaucoup de choses, pour plusieurs choses en Chine. La calligraphie peut être Kung Fu. En fait, ce sont toutes les pratiques qui demandent une concentration et en fait, la compréhension de ces termes-là, si on va à l'étymologie, c'est la réalisation de l'être. Donc, il faut comprendre Kung Fu, une pratique qui donne du temps à l'être pour se réaliser. Alors justement, Nadia Beko, qu'est-ce que vous avez réalisé grâce à la voie du thé? Depuis le début des années 90, vous vous êtes lancé dans cette pratique, une pratique que vous enseignez aujourd'hui, qui n'est pas très connue en Occident, cette pratique de la voie du thé. Qu'est-ce que vous y avez découvert d'essentiel? Qui vous a changé, qui a changé votre vie? Une grande ouverture. La sérénité dans les situations de la vie, Voilà, on passe tous par des périodes plus ou moins calmes ou mouvementées, et donc là, connaissant justement le sens des phénomènes, des choses qui apparaissent. L'impermanence des choses, des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà, c'est ça. L'impermanence des choses, véritablement, dans son comportement, on met un recul, on ne se laisse plus emporter. Se laisse plus emporter par des mouvements de colère, d'impatience. Donc, les choses vont, justement, cette connaissance va s'ancrer en nous. Et oui, nous transformer peu à peu, c'est certain. Et c'est ce que vous essayez de transmettre à vos élèves, puisque vous avez des élèves qui viennent aujourd'hui, qui se forment pendant combien? 3 ans, je crois, c'est ça? 3 ans, c'est un minimum. Voilà, c'est un chemin personnel. Pour certains, ça va plus vite que d'autres. En fait, c'est se laisser imprégner. Kung Fu, c'est ça. Il faut du temps pour que toute notre être se laisse imprégner et sorte de ces conditionnements, de ces préjugés, de cet attachement à nos connaissances, à nos idées, à nos opinions, etc. Donc oui, cela demande du temps. Et donc ce sont des personnes qui ont cette connexion avec le thé, qui sont venus justement nous trouver à l'Institut du thé et qui, par cette pratique, justement, évoluent et trouvent que cela les aide beaucoup dans la vie quotidienne. Alors vous venez de dire cette connexion avec le thé. Mais c'est une connexion avec ces rituels, ou est-ce que c'est vraiment une connexion avec la plante, avec la feuille du thé, avec ces petits bourgeons là que l'on récolte? Alors vous savez, la voie du thé, la culture du thé, les gens la connaissent peu, mais la plupart du temps, je dirais ici presque toujours, ça commence avec l'intérêt au thé, découvrir des thés nouveaux. Alors il y a un cheminement, c'est ce que j'ai observé, ça ne tient que de mon avis, c'est-à-dire on s'intéresse au thé, on est très curieux de certains thés, de connaître certains crus, toutes ces familles de thé, les thés sont les 10 000 thés, on dit il y a 10 000 thés au moins déjà en Chine. Alors on s'intéresse à connaître tout cela et peu à peu, on comprend que pour bien les déguster, pour les mettre en valeur, pour il va falloir respecter certaines règles. Et donc là, on fait attention peu à peu à l'art du thé, quelle température de l'eau, quel accessoire va bien convenir pour que par exemple, un thé vert ne se prépare pas comme un thé oolong. Et donc, on va faire attention, c'est un pas supplémentaire. Et plus on pratique l'art du thé, l'art de préparer le thé à son contact, eh bien, on va réaliser qu'on est déjà sur une certaine voie et que déjà, cela nous a apaisés, l'ouverture de l'esprit s'est faite et peu à peu, on a mis ses pas déjà dans la voie du thé. Alors, chacun va plus ou moins loin selon son goût, selon son choix. Merci beaucoup, Nadia Beko, de nous avoir introduit modestement dans cette émission à tout ce que le thé peut nous faire découvrir et tout ce que la pratique du thé peut nous faire découvrir. Je renvoie sincèrement à 2 livres que vous avez publiés. Un qui s'intitule tout simplement « Le thé », publié aux éditions Stéphane Bachès. Un livre illustré, très beau, sur toute l'histoire du thé. Et puis un autre, alors plus sobre, sans illustration, mais que vous venez de publier, qui s'appelle La Voie du thé, aux éditions Actes Sud, dans la collection Le Souffle de l'Esprit. Merci de votre accueil et merci beaucoup pour cette cérémonie du thé que j'ai eu le privilège de vivre avec vous. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.